Bonsoir, merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wai ne dai mantika la harino kan da bore na bongu se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Les titres de l'actualité de ce samedi 8 février 2014, rentrée politique ce matin de la mouvance pour la renaissance du Niger. À cette occasion, un meeting a été organisé à la place de la concertation. Détail dans ce journal. Le village de Dolbel, situé dans le département de Terra, est confronté à un sérieux problème de manque d'eau. Une de nos équipes a séjourné dans ce village. Son constat dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Suite à la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, qui s'est exprimé sur l'affaire des 400 milliards de francs CFA, le ministre du Plan a animé cet après-midi une conférence de presse. Il est aussi revenu sur l'interview que le président de l'Assemblée nationale a accordée à un média étranger. Un extrait de cette conférence avant de retrouver l'intégralité en partie magazine de ce journal. Ce qui nous peine dans cette affaire, c'est le tort inutile que nous faisons à un partenaire de poids qui a toujours été à nos côtés depuis de très très nombreuses années. Un partenaire très engagé dans le développement du Niger. Et il serait totalement dommageable que pour des propos tenus avec certainement une certaine insuffisance au niveau des informations nous amène à tenir des propos qui, à l'endroit de certaines personnes qui ne le méritent pas. Et nous voulons d'abord, et je veux m'en excuser auprès du président de la Banque islamique de développement, en tant que gouverneur de la Banque islamique de développement pour le Niger, et en tant que d'ailleurs ancien vice-président de cette institution, puisque ces propos qui sont tenus ne reflètent en rien la réalité. Et je voudrais m'en excuser d'abord auprès de la Banque islamique de développement. Tout le monde sait que la Banque islamique de développement est une institution de développement. Ce n'est pas une banque de dépôt. Cette banque ne reçoit pas des ressources de ses États membres en termes de dépôt. Certes, c'est une banque qui est constituée avec la contribution de l'ensemble de ses pays membres. Et à ce titre-là, chaque pays membre est actionnaire de l'institution au prorata de sa capacité de financement. Mais cette banque ne reçoit pas de dépôt de ses États membres. Le prêt d'Exim Bank dont il est question, et j'ai vu donc avec la dernière interview de Jeune Afrique, à cette occasion, un amalgame total est fait sur des choses qui me paraissent particulièrement surprenantes venant d'un responsable d'aussi haut niveau. On a indiqué ici, de façon très claire et nette, que nous n'avons pas emprunté 2 milliards de dollars avec Exim Bank sur un prêt de son guichet commercial, mais 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA. Ceci, nous l'avons étayé, nous avons discuté de cela, nous avons donné des éléments d'information à l'Assemblée nationale et
en dépit de tout cela, le président de l'Assemblée persiste à essayer d'entacher l'honneur de ceux qui ont été à l'origine donc des négociations de ce prêt. Et puis, je vous le disais, la mouvance pour la renaissance du Niger a effectué ce matin sa rentrée politique. À cette occasion, un meeting a été organisé à la place de la concertation. Les partis membres de la MRN sont revenus sur plusieurs questions relatives à la situation sociopolitique actuelle du pays. Ils appellent par ailleurs les Nigériens à cultiver davantage l'esprit du patriotisme. Compte rendu, Seni Mekido Jibril et Ibrahim Igbe. Ce présent meeting a été initié dans le cadre de la rentrée politique de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Il vise à apporter des réponses à certaines questions liées à la vie politique de notre pays. Vous vous souvenez de l'exploitation que les dirigeants de l'opposition et leurs médias ont faite des fameux 400 milliards de l'ancien président Tanja. Depuis jeudi dernier, ils en ont été lamentablement pour leurs frais. Celui-ci a en effet été obligé de dire en conférence de presse et en direct que cet argent, contrairement à ses propos antérieurs, n'était pas dans les caisses de l'État, ni n'en émanait, mais avait été collecté auprès de divers bailleurs de fonds engagés dans le financement du barrage de Kandaji et logé par lui à la Banque islamique de développement. Le vrai leader de l'opposition, si devant président de l'Assemblée nationale, se plaint beaucoup de ne pas être informé dans ses déclarations, ici comme ailleurs, des discussions entre le gouvernement et Areva. Il fait en cela d'oublier que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Et s'agissant des discussions avec Areva, le gouvernement les conduit en ayant en vue que les intérêts du Niger. S'agissant du prêt Exim Bank, le prêt en question, il est en effet, comme nous l'avons toujours soutenu, de 1 milliard de dollars et il est en ce moment dans le circuit, peut-être même à l'Assemblée nationale, afin que celle-ci vote le principe de l'autorisation de sa ratification par le président de la République. Ce fut aussi l'occasion pour les partis membres de la mouvance présidentielle d'affirmer leur engagement à appuyer et à soutenir les actions du président de la République et de l'ensemble de son gouvernement. L'Alliance pour la République et le changement ARC est un regroupement de partis politiques animés d'une farouche volonté d'appuyer et de soutenir les actions du président de la République et de son gouvernement. Nous voudrons, pour ce faire, demeurer un cadre politique d'échange et de concertation sans aucune discrimination. Ils ont aussi demandé à la population nigérienne de cultiver l'esprit du patriotisme afin d'éviter à notre pays de tomber dans le chaos. Ici, il n'y a ni des gens du Nord, ni du Sud, ni de l'Est, ni de l'Ouest. Il n'y a que des Nigériens au Niger et son peuple. Les joutes oratoires ainsi que certains propos haineux et autres perfidies véhiculées ces derniers temps par certains hommes politiques ne doivent en aucun cas entamer les vertus de culture de la paix, de solidarité, de l'unité nationale que vous incarnez à travers ce rassemblement grandiose qui illustre éloquemment votre engagement patriotique inébranlable. A noter que le meeting s'est déroulé dans une ambiance festive, rythmée par les chants des partis membres de la MRN. Dans le même chapitre, direction Zender, où des militants de certains partis de l'opposition ont rallié le parti UDR Tabat. À cette occasion, une cérémonie a été organisée vendredi dernier afin de présenter les nouveaux adhérents. Compte rendu, Moussa Damungarba. C'est plus d'une centaine de militantes d'autres partis de l'opposition de la commune 2 de Zender qui ont fait défection pour se rallier au parti UDR Tabat. C'est à cet effet qu'une grande cérémonie a été organisée ce vendredi 7 février 2014 de la commune 2. Cette cérémonie, qui a vu la participation des différents responsables du parti au titre de la région de Zender, a été le cadre de donner un autre élan
au parti UDR Tabat de la ville de Zender. Après les différentes interventions, les nouveaux adhérents ont été présentés à la foule. Selon leurs représentantes, cette défection en faveur de UDR Tabat est la traduction de la volonté des uns et des autres à participer activement aux efforts déployés par le régime en place pour remettre et maintenir le pays sur les rails. En retour, le coordinateur régional a témoigné toute sa reconnaissance envers les militantes. Il a réaffirmé son engagement à œuvrer inlassablement avec leur soutien pour le rayonnement du parti à Zender. fiye da yadda kowa yake tsammani a cikin tunanin shi. An Allah ya so ba za ku yi mangarin dan wata siyasa ba. Kuma a aisha hankali a nan kasar da magaram siyasosi duk sun girku mu muke so mu girkata mu. Mu ture mu janyo mu ja kuɗa mu janyo irin na zabar ma mu yi sassarkai na sun ba mu guri ko ina mu gini. Il faut préciser que dans la région des Zender, le parti UDR Tabat gagne de plus en plus de terrain au vu de l'arrivée massive et continuelle de nouveaux adhérents. Récemment, dans la commune de Gafati, c'est plusieurs dizaines de militants qui ont quitté leur parti au profit de UDR Tabat. D'autres défections ont été également enregistrées dans la zone de Myria. D'autres encore sont attendues les jours à venir. Tout ceci laisse à dire que le parti UDR Tabat occupe une place confortable parmi les autres dans la région de Zender. Si la tendance est maintenue conformément au vœu du coordonnateur régional, le parti enregistrera de meilleurs résultats au cours des prochaines élections à venir. Autre aspect de ce journal, la Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu public ce matin une déclaration. Au centre de celle-ci, la situation sociopolitique actuelle du pays. Le point avec Issa Mustafa et Issa Hassan. La guerre au Mali, avec son coloraire de contingents de réfugiés sur notre territoire, les retournées nigériennes de la République centrafricaine, le terrorisme au Nigeria, l'instabilité socio-politique en Libye, l'agitation politique au Burkina Faso, pour ne citer que cela. Malheureusement, d'autres inquiétudes surgissent compte tenu de la situation délétère au sein de laquelle plonge chaque jour davantage la classe politique nigérienne en dépit des problèmes socio-économiques auxquels font face nos concitoyens. Pour cela, la CNDH, qui a pour mission constitutionnelle de promouvoir et de veiller à l'effectivité des droits de l'homme par tous les moyens appropriés sur toute l'étendue du territoire national, est vivement interpellée par une atmosphère inédite que rien, absolument rien, ne justifie et n'autorise. Cette primauté de droit doit trouver son expression dans toute société dont la manifestation politique est un État républicain et démocratique qui repose sur des droits, des devoirs, des libertés, des principes d'égalité, de justice, de tolérance et de paix. En effet, les situations de crise, quelle que soit leur nature, sapent les fondements et les bases sereines de respect des droits humains et conséquemment, elles constituent un facteur de déséquilibre de la stabilité et de la cohésion sociale. C'est surtout au plan social que les conséquences des troubles les plus pernicieuses parce qu'elles privent une bonne partie de la population des retombées de la croissance économique. Au regard donc de ce qui précède, la Commission nationale des droits humains profondément préoccupée par cette situation constate que les derniers développements de la situation politique nationale
peuvent glisser sur des situations incontrôlables, pouvant porter atteinte aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. Note avec inquiétude et réprobation la persistance dans le débat médiatique de certains propos à caractère régionaliste, ethnique, xénophobe, qui jurent d'avec la démocratie et la bonne gouvernance. Rappel au CSC son rôle constitutionnel de régulation des médias, exhorte le président de la République, garant de l'unité nationale, à veiller au respect de la Constitution et des lois de la République. Exhorte les acteurs politiques à la tolérance et au respect des principes qui fondent une véritable société démocratique. Enfin, la Commission nationale des droits humains, CNDH, appelle fermement à tous les Nigériens, à toutes les Nigériennes, à un sens élevé de responsabilité et de citoyenneté afin d'éviter tout comportement préjudiciable au développement de notre cher pays. Et puis le Bureau exécutif national de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, s'est réuni ce matin en session extraordinaire à l'effet d'examiner la situation qui prévaut au plan national, sous-régional, régional et international. À cet effet, le Bureau a rendu public cette déclaration. Au plan politique, l'IDTN demande à l'ensemble de la classe politique nigérienne de transcender les divergences partisanes pour privilégier les dialogues constructifs dans l'intérêt de notre pays. Au plan social, l'IDTN constate avec amertume le redéclenchement des tensions partout dans les pays liées souvent à la non-satisfaction des revendications des syndicats dans plusieurs secteurs tels que l'éducation, les transports, les mines, etc. Le comportement injuste du groupe Areva qui cherche à asphyxier le peuple nigérien et le spolier de ses ressources, la cherté des produits de première nécessité, les fausses factures de la Nigélec liées souvent à un manque de relevés, les interpellations et arrestations des journalistes et acteurs de la société civile ont suscité beaucoup de réactions, des dénonciations des défenseurs des droits de l'homme et même des autres citoyens. C'est pourquoi l'Union démocratique des travailleurs du Niger, 1. dénonce et condamne le comportement injuste du groupe Areva vis-à-vis du Niger. Par la même occasion, l'IDTN exige du gouvernement de tout mettre en œuvre pour que le peuple souverain du Niger puisse jouir pleinement de ses ressources minières. C'est pourquoi l'IDTN demande au gouvernement de faire la lumière au peuple nigérien sur l'évolution des négociations avec Areva et au besoin convoquer un forum national pour trancher définitivement sur cette question. D. Dénonce et fustige les interpellations et arrestations des journalistes et acteurs de la société civile et demande au gouvernement d'arrêter automatiquement cette machine de démolition des instruments de la démocratie au nom des principes de la liberté d'association et d'expression consacrés par la Constitution du 25 novembre 2010, de la dépénalisation du délit commis par voie de presse et de la signature de la déclaration de la table de la montagne. 3. Demande au gouvernement de privilégier les dialogues dans le traitement des revendications des organisations syndicales et associatives. 4. Exige que le gouvernement prenne toutes les mesures appropriées pour freiner l'inflation galopante des produits de première nécessité. 5. Exige du gouvernement la réhabilitation immédiate des camarades du spécial A injustement suspendus et le règlement définitif de cette question. Au plan sous-régional et régional, l'IDTN a suivi de près le développement de la situation socio-politique et économique au Nigeria, au Mali, en Égypte, en République centrafricaine et s'inquiète de la recrudescence des violences, des pillages organisés, de l'intolérance religieuse, etc. C'est pourquoi l'IDTN demande à la communauté internationale de soutenir les peuples frères du Nigeria, du Mali, du RCA et d'Égypte dans leur noble combat contre les phénomènes nouveaux des organisations criminelles organisées en rébellion, en Al-Qaïda et Boko Haram. Au plan international, l'IDTN apprécie et encourage l'Organisation des Nations Unies par rapport à l'ouverture des négociations Genève II entre les frères ennemis de la Syrie. Enfin, tout en apportant son ferme soutien au gouvernement sur les négociations avec Areva,
ainsi qu'aux travailleurs de la Cominac et Somaïr, l'Union démocratique des travailleurs du Niger demande à tous les citoyens nigériens en général et aux travailleurs en particulier à se tenir prêts et mobilisés pour défendre la patrie en mettant fin à la spoliation de nos ressources naturelles. Situé dans le département de Terra, le village de Dolbel est confronté à un sérieux problème d'eau. En effet, le village ne dispose que d'un seul château d'eau pour près de 4500 habitants. Une situation qui aggrave la souffrance des femmes au quotidien. C'est un reportage de Maria Massoumana et Jamilo Moro. L'eau, c'est la vie. S'en procurer est un véritable calvaire pour les populations de Dolbel. En effet, le village de Dolbel, quoique carrefour d'échange pour les villages environnants, est confronté à un sérieux problème d'eau, en témoigne le temps consacré par ces femmes pour voir leurs bidons et seaux se remplir. Et pour cause, un seul château assure l'approvisionnement en eau de plus de 4500 habitants, une situation que déplorent les populations, notamment les femmes. Zamaharo webore halika za susba ina halika borfoyo haro jangase kalwina kan isngarina ka haro jangago borfon halika za zaru masancin igo gonno wori haron ben kalim pompodabu imiyu kogor harsi kalala zalula jingaro nir ko haroga kade so kidu ko du haro zampompe kangone o isi wasisse sate kangono isi bagumo jewo girga halbol ko zalula wat fo kalal marngo ngo pompodo nsudu haro wat fo bol gumbadil ki jine ko ne na mi yakkan sudu haro ndirkina nori ne mukam ko garo bol fodo hari kel hanci no la har mo bom yek biya koy mko ki guru mukate har janga ya de inno ngoriyo wo harodo harga wo masala keri ko di kadde suru zam ditte say ngono 16h no denje ka han fon ka 17h ngoni dugdu haro irga han pom pod wat fokal 0h irgone harodo harga haro masala go kitaben gumo hadde ben fogo kulim barmirse almeni go haya kul sato rono haro senda dino go buri kanka bor fo kan ne o kan sudu halay polam ka di gorza susbo ka ala ka gonne o abam ko ngarte har sino. Pour donc pallier à ce problème qui n'a que trop duré et qui risque de prendre de l'ampleur en cette période d'étiage des eaux du Bourwal, les femmes de Dolbel lancent ces cris de cœur. Haro woke irgba gaksina zamson haro sikwa sisse. Halir gin gru woke im kandi sektonton. Zam haro sikwa sa. Haro stal menen borbumbe kulu. Gor sino do e mora do stahari. Sato fo wala sin ko ra kan asin ko ra kan wala irgo dan jinna borir kalim fabir gan haro de no kitaben. Il appartient donc aux autorités en charge de la question, à savoir le ministère de l'Hydraulique, de prendre à bras le corps ce problème afin d'atténuer la souffrance de ces femmes qui, outre la corvée d'eau, sont surchargées par d'autres travaux ménagers et même champêtres. Voilà qui est bien dit. Cela dit, poursuite à Maradi des travaux du Forum transrégional sur l'agriculture familiale. Plusieurs communications et exposés ont sanctionné la fin de la journée d'hier. Le point avec Alzoma Seni Soumela et Abdelkader Iliassou. Plusieurs présentations suivies de débats sur l'agriculture familiale ont ponctué cette deuxième journée du Forum transrégional sur l'agriculture familiale qui se déroule à Maradi, une région où l'insécurité alimentaire et la malnutrition se posent avec acuité. L'agriculture familiale, une pratique chère au programme Niger-FIDA qui vise l'autosuffisance alimentaire, un concept cher aux autorités du pays. Quelques participants au forum ont tenu à nous faire un bilan à mi-parcours. Pour le moment, c'est-à-dire que nous écoutons les communications. Donc après chaque communication, donc les producteurs sont là, les invités sont là. Donc on fait un débat autour des thèmes qui ont été débattus. Donc les échanges en tout cas sont fructueux et nous savons que vraiment chacun essaie d'apporter du sien pour que en tout cas, ce forum soit une réussite et qu'il soit une base pour la prise en compte des préoccupations du monde rural dans les politiques agricoles du pays.
Diverses thématiques ont été développées, notamment le concept même de l'agriculture familiale, les acteurs qui interviennent et les rôles qu'ils jouent, les difficultés, certaines difficultés qui ont été soulevées notamment par des organisations aussi bien nationales, des structures nationales que des organisations internationales et qui ont donné une certaine vision ou un contenu de l'agriculture familiale et qui ont ressorti les difficultés, les pratiques, les atouts actuellement pour ce qui concerne le développement de cette thématique. Les producteurs ruraux qui participent également au forum sont conscients des enjeux. Ils trouvent le forum assez instructif. To lalle alhamdulillah taron nan hakika yakan kawo gudunmuwa sosai 100% ma zan ci ba bisa ga harakan ganin harakan noma ya ci gaba tunda ya shahi taron ana kiran shi kan shi na noman ci da iyali kenan abu tunda abun sunan ya ma dauki wannan ya dauki sunan harakan ci da iyali lalle tabbas insha Allah inda aka bi wannan hanyoyi waɗanda aka tantamna akan su to za a samu biyan bukata. Abu da yawa dai gashi nan an bayyana shi ga hili ko dai baka iya gane wani abu ka gane wani abu. Wanga forum alhamdulillahi mun ga abu mai muhimmanci da yawa wanda zai ƙara jama'a zai ƙara ƙasa duka ta bunƙasa. Pendant cette deuxième journée de ce forum transrégional, des thèmes relatifs à la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles et la dynamique foncière ont été abordés. Du sport à présent, l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, EFOFAN, a organisé ce matin la 4e édition de la course d'athlétisme dénommée Les Foulées de l'EFOFAN, une compétition qui vise à faire connaître cette école au grand public et surtout consolider les liens entre l'EFOFAN et les forces de défense et de sécurité ainsi que les autres écoles et universités. Le point avec Damana Abdoulaye et Soumaïla Dandi. Ils sont au total 225 athlètes à se lancer à l'assaut de la coupe de la 4e édition du cross dénommé Les Foulées de l'EFOFAN, une compétition d'athlétisme qui a mis à la prise les féminins et les masculins respectivement sur un circuit de 4 et 8 km. Ce cross initié par l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes vise des objectifs. C'est pour davantage raffermir les relations entre notre école et les différentes écoles et instituts universitaires de la place de Niamey, ainsi que la plupart des centres de formation et d'instruction des forces de défense et de sécurité. Un autre objectif, bien sûr, c'est permettre aux jeunes Nigériens de découvrir en fait le cadre et de percevoir un peu la voie dans laquelle ils peuvent aussi être amenés ou bien à évoluer ou bien à choisir. La réussite aujourd'hui, en tout cas, de cette organisation repose essentiellement sur bon nombre de sponsors qui nous ont accompagnés dans cette œuvre que nous venons d'organiser. 14 minutes 7 secondes après le coup d'envoi du starter Balkissa Abdoulaye de l'IAT qui a mené de long en large le peloton des filles franchit la ligne d'arrivée. Je suis fière de moi. Même l'année passée, c'est moi qui a remporté la première place et cette année aussi. Bien sûr, on a eu des concurrentes parce que la fille de deuxième, on est dans la même équipe, on s'entraîne ensemble. Bon, même à la compétition de semi-marathon, elle m'a battue. Et donc cette fois-ci, moi aussi, je l'ai battue. Je suis très contente parce que j'ai représenté mon établissement IAT. Du côté des hommes, après les 4 premiers kilomètres de course, Tassiou Maman de la garde nationale engage une échappée. Il est accroché par le caporal Alzouma Issa de l'ASFAN qui va le devancer dans les 5 derniers mètres et se classe à la tête du podium. La course, vraiment, ça a été un peu abordable parce que nous nous sommes entraînés assez suffisamment. C'est pour cela que moi, je n'ai pas trouvé ça assez dur. C'est au finish seulement que j'ai eu un peu de difficulté avec mon adversaire qui essaie de me doubler, j'essaie de répliquer aussi. Je suis très satisfait de mon temps parce que je n'ai jamais fait ça. C'est mon rêve de tous les jours de remporter cette 4e édition. Je dédie cela à toute l'association sportive de la SFAN, plus précisément à mes coachs et à notre entraîneur, le capitaine.
français qui nous a toujours soutenus dans notre entraînement. Je le remercie beaucoup pour son soutien moral et physique. Le moment tant attendu est intervenu avec la remise des prix et coupes aux 3 premiers de chaque catégorie. Ainsi, en individuel, chez les filles, c'est Balkissa Abdoulaye qui se classe première, suivi de Kabiratou Nassam et Mariama Mamoudou. Côté homme, c'est le caporal Issa Alzouma de la SFAN qui s'adjuge la première place. Tassiou Mahama est deuxième et Bachir Moutari de l'AS Garde nationale ferme la marche du podium. Ils ont été gratifiés respectivement des enveloppes de 25 000, 50 000 et 115 000 francs CFA. Le classement par équipe a aligné l'AS FAN en tête du podium, suivi de l'AS GNN et de l'USGN. Cette belle réussite de la 4e édition des foulées de l'Eufofan est à mettre à l'actif de cette école de renommée internationale dont la vocation est de mettre à la disposition de nos États des officiers capables de mener des hommes, de gérer des opérations et agir avec promptitude et professionnalisme. L'Eufofan, c'est aussi servir la patrie en toute loyauté jusqu'au sacrifice ultime. Et puis, comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée à la conférence de presse animée cet après-midi par le ministre du Plan, Amadou Boubacar Cissé. Une conférence de presse relative à l'affaire des 400 milliards de francs CFA soulevée par l'ancien président Tanja Mamadou et à l'interview accordée par Hamamadou à un média étranger. Très bonne réception et excellente soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Monsieur le ministre d'État, actualité oblige, l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, a affirmé récemment que 300 milliards de francs CFA sont logés dans un compte de la Banque islamique de développement, la BID, au profit du Niger dans le cadre de la construction du barrage de Kandaji. Quelle opinion faites-vous à ce sujet? Si, évidemment, cette question que vous venez de me poser est une question importante. Il s'agit véritablement de propos regrettables parce ils sont d'abord, je crois que l'auteur lui-même a reconnu que sa parole a certainement dépassé sa pensée, mais ce qui nous peine dans cette affaire, c'est le tort inutile que nous faisons à un partenaire de poids qui a toujours été à nos côtés depuis de très très nombreuses années. Un partenaire très engagé dans le développement du Niger. Et il serait totalement dommageable que pour des propos tenus avec certainement une certaine insuffisance au niveau des informations nous amène à tenir des propos qui, à l'endroit de certaines personnes qui ne le méritent pas. Et nous voulons d'abord, et je veux m'en excuser auprès du président de la Banque islamique de développement, en tant que gouverneur de la Banque islamique de développement pour le Niger, et en tant que, d'ailleurs, ancien vice-président de cette institution, puisque ces propos qui sont tenus ne reflètent en rien la réalité. Et je voudrais m'en excuser d'abord auprès de la Banque islamique de développement. Tout le monde sait que la Banque islamique de développement est une institution de développement. Ce n'est pas une banque de dépôt. Cette banque ne reçoit pas des ressources de ses États membres en termes de dépôt. Certes, c'est une banque qui est constituée avec la contribution de l'ensemble de ses pays membres. Et à ce titre-là, chaque pays membre est actionnaire de l'institution au prorata de sa capacité de financement. Mais cette banque ne reçoit pas de dépôt de ses États membres, d'une part. D'autre part, s'il est fait référence au montage financier de Kandaji, que nous venons une fois de plus de finaliser ici, évidemment, c'est exact qu'une table ronde
a été initié sous l'égide de la BID en 2008, qui a permis donc de véritablement catalyser les efforts d'un certain nombre de bailleurs de fonds pionniers autour de la BID, qui ont permis de rendre donc de faire les premiers travaux qui pouvaient donc rendre ce projet irréversible. Et c'est ainsi donc en 2008, effectivement, sous l'égide de la BID, 120 milliards de francs CFA, 120 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la construction du corps du barrage. Et c'est malheureusement ces travaux qui n'ont pas été achevés pour les raisons que nous venons de vous dire tout à l'heure, puisque l'entreprise qui a été à l'époque donc retenue par ce gouvernement, malheureusement, n'a pas été à la hauteur de la tâche, et nous avons été obligés l'année dernière donc de résilier ces travaux. Et donc à ce moment-là, donc les 120 milliards de ressources mobilisées l'ont été avec 8 partenaires, précisément 9 partenaires, excusez-moi. La BID est intervenue pour 25 milliards, la Banque africaine de développement y était pour de l'ordre de 32 milliards, la Banque arabe pour le développement économique, la BADEA, était intervenue pour 5 milliards, le Fonds saoudien pour 10 milliards, le Fonds koweïtien pour 10 milliards, le Fonds d'Abu Dhabi pour 5 milliards, le Fonds de l'OPEP pour 7 milliards et demi, la BOAD pour 23 milliards et la BIDC pour à peu près 3 milliards 7. Voilà en tout cas comment le montage a été fait. Donc la BID est intervenue pour 25 milliards, mais elle a été l'instrument qui a permis de renforcer et de coordonner l'intervention des partenaires arabes pour permettre de faire ce projet. Alors donc vous voyez bien que d'abord le chiffre de 121 milliards est très éloigné des 300 milliards qui sont annoncés, et encore moins, il y a 300 milliards déposés dans un compte. D'abord, ni à la BID, ni ailleurs d'ailleurs, puisque, vous savez, normalement, un gouvernement normalement constitué, en tout cas, les responsables devraient savoir que des projets se font avec un certain nombre de procédures. Et ces procédures supposent que, d'abord, il y ait des accords de crédit qui soient signés, approuvés, ratifiés, et que des travaux démarrent. Et c'est au prorata de l'exécution de ces travaux que les décaissements par les différents partenaires suivent. Donc la question, c'est une question qui est réglée de longue date. Il n'y a pas, à ma connaissance, donc, de dépôt. Et toute autre considération vraiment relève de la spéculation ou tout simplement de l'ignorance des faits. Donc je voudrais simplement considérer que c'est un fait malheureux, mais surtout je souhaite que nos partenaires ne nous en tiennent pas à rigueur. C'est cela que je dois retenir de l'opération. Du prêt Exim Bank refait surface à nouveau avec l'interview accordée par le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, au journal Jeune Afrique. Qu'est-ce que cela vous suscite comme réaction? Je crois que j'ai déjà indiqué dans une précédente conférence de cadre, à un moment où je pensais encore qu'il s'agissait tout simplement d'un défaut d'information, mais je persiste, je maintiens, je pense qu'il s'agit là malheureusement d'une mauvaise foi déterminée et délibérée. Le prêt d'Exim Bank dont il est question, et j'ai vu donc avec la dernière interview de Jeune Afrique, à cette occasion, un amalgame total est fait sur des choses qui me paraissent particulièrement surprenantes venant d'un responsable d'aussi haut niveau. On a indiqué ici, de façon très claire et nette, que nous n'avons pas emprunté 2 milliards de dollars avec Exim Bank sur un prêt de son guichet commercial, mais 1 milliard
de dollars, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA. Ceci, nous l'avons étayé, nous avons discuté de cela, nous avons donné des éléments d'information à l'Assemblée nationale et en dépit de tout cela, le président de l'Assemblée persiste à essayer d'entacher l'honneur de ceux qui ont été à l'origine donc des négociations de ce prêt. Nous allons, comme nous l'avons eu à le dire déjà à plusieurs reprises, comme tous les prêts, Exim Bank ne fait pas exception, ces prêts sont soumis à ratification, à autorisation de ratification par le Parlement. Actuellement, le gouvernement a déjà examiné ce prêt en conseil de cabinet, on va le faire en conseil des ministres et le transmettre dans les meilleurs délais à l'Assemblée nationale. Et cette occasion sera donnée pour confirmer une fois de plus ce qui est une réalité évidente que nous avons parlé d'un prêt de 500 milliards de francs CFA. Il revient dans cette interview de Jeune Afrique pour indiquer que ce prêt a été déjà l'objet d'un certain nombre de décaissements, notamment pour faire l'eau de Zender. J'exprime encore une fois ma surprise vraiment de travestir la vérité à un point qui n'est pas tolérable dans notre société. J'ai indiqué à plusieurs reprises que la coopération chinoise, la coopération du Niger avec la République de Chine se fait sur plusieurs volets. Il y a le volet de subvention qui est accordé annuellement par la République populaire de Chine à l'État nigérien. Ce sont des dons. Ce don a permis, à un moment donné où nous n'étions pas là, de faire le deuxième pont de Niamey, sous la présidence du président Tanja. Nous avons actuellement indiqué sur la contribution 2011-2012 que les montants de ce don devaient nous permettre de faire l'hôpital de 500 lits, qui est en cours de construction. Et nous espérons très prochainement que les subventions à venir de 2014 nous permettraient de faire le troisième pont de Niamey. À côté de ce guichet de dons, subventions, il y a le guichet concessionnel. Ce guichet concessionnel, c'est là-dessus que nous avons pu financer, donc négocier, obtenir le financement de l'eau, de l'alimentation en eau de Zender, dossier dont le président de l'Assemblée fait référence dans son interview, alors même que ce dossier a été ratifié en bonne et due forme par l'Assemblée. Et qu'à cette occasion, j'ai passé 2 heures à l'Assemblée en train de donner tous les détails des discussions et jusqu'à l'utilisation de ces ressources pour les populations de Zender. Combien de temps? Nous avons donné toutes les indications qu'il s'agit d'abord de faire des ouvrages qui vont servir à augmenter la production d'eau de Zender, mais de la préserver jusqu'en 2035. Nous avons donné ces indications. Donc, et ce dossier a été ratifié par l'Assemblée, alors qu'il y est. Il était présent à Niamey. Donc, je suis surpris que ce dossier qui a fait déjà l'objet de ratification, il pense que nous l'avons utilisé pour faire des décaissements ailleurs. Dans le même ordre d'idée, j'ai eu à expliquer ce jour-là qu'en dehors de l'eau de Zender, nous avons un autre projet qui vise à faire les lignes électriques de transport de l'énergie Soraz-Malbaza, qui permettrait d'utiliser l'excédent de production d'électricité de Soraz pour alimenter en électricité Maradi, Zender en particulier, et la cimenterie
et la cimenterie de Malbaza, pour permettre à toutes ces structures, ces communautés, de bénéficier effectivement de ressources électriques à des conditions, en tout cas, acceptables. Ce dossier est en cours de ratification. Le troisième dossier concessionnel, qui est également en cours de ratification, c'est la fibre optique pour créer la dorsale entre Niamey, Maradi, etc., jusqu'à Agadez. Ce dossier également est en cours de ratification. Il sera soumis au Parlement pour ratification. Alors, je ne comprends pas pourquoi ceci pose un problème. La ligne de financement commercial, c'est la tradition que pour des projets qui sont hautement rentables, de créer les conditions de leur mise en œuvre à partir de ressources importantes. Parce que vous savez très bien que le développement nécessite d'abord des infrastructures importantes, et les infrastructures importantes sont des infrastructures qui coûtent cher. Voilà pourquoi nous avons fait appel au guichet commercial pour augmenter notre capacité de mobilisation, parce que les seuls guichets de dons et de guichets concessionnels ne suffisent pas à faire face aux besoins de développement que nous avons. Et voilà pourquoi donc ce prêt de 500 milliards, qui n'est pas encore ratifié par le Parlement, dès qu'il le sera, permettra de financer le projet de Salk Damna, qui est un projet de centrale électrique qui permettra au Niger de disposer de près de 250 mégawatts et par conséquent de passer d'une situation de pays déficitaire à un pays exportateur d'électricité. Nous avons des projets de chemin de fer. Ici, c'est depuis la colonisation que nous sommes en train de chercher enfin à avoir une liaison ferroviaire. Vous avez l'Abidjan-Niger qui n'est jamais arrivé à Niamey. Vous avez le Cotonou, le Bénin-Niger qui n'est jamais arrivé à Niamey. Nous avons, et tous les gouvernements successifs depuis 1960 sont en train de chercher à mettre en œuvre ce projet, et nous avons aujourd'hui les conditions extrêmement claires que nous sommes en mesure de rendre ces projets réels. Et une partie de ces ressources, de ces 500 milliards, vont être utilisées à cela. Il y a d'autres projets du type de la cimenterie de Kao, etc., etc. Donc ce sont des projets qui vont structurer l'économie nigérienne, la rendre plus compétitive en mettant au Niger un certain nombre. Donc l'impression que le président de l'Assemblée donne, alors qu'il a été lui-même chef de gouvernement et qu'il sait très bien comment tout ceci se passe, c'était l'impression qu'il donne, c'est qu'il s'agit d'un appui budgétaire, donc d'un prêt en liquide que le gouvernement peut utiliser à sa guise, ce qui n'est pas correct, puisque ce sont des projets qui seront financés par cette ligne de crédit. La ligne de crédit est un accord cadre global. Et maintenant, pour chaque projet que nous allons introduire dans le cadre de cette ligne globale, il faudra une convention spéciale. Et cette convention, elle sera, bien entendu, négociée dans les termes globaux qui ont été négociés dans le cadre de l'accord cadre, et les conditions spécifiques, ils y seront, de sorte que le projet puisse démarrer dans les meilleures conditions. Mais nous n'avons pas voulu que nous repartions projet par projet. Nous venons avec un accord cadre, et cet accord cadre est soumis globalement au Parlement, et les conditions, une fois retenues, seront des conditions qui sont applicables pour chaque projet individuellement. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas un appui budgétaire. Il le sait très bien que ces ressources-là ne seront décaissées que par rapport à des exécutions spécifiques de projets. Si les projets ne sont pas exécutés, ils ne peuvent pas donner lieu à décaissement de ces ressources. Nous avons seulement une seule possibilité de décaissement d'argent frais, c'est avec les institutions qui sont présentes ici.
la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, le Fonds monétaire et l'Union européenne. Voilà les institutions qui font de l'appui budgétaire. Et cet appui budgétaire est lié à un encadrement très précis du Fonds monétaire. En dehors de ces institutions, il n'y a pas d'autres institutions qui donnent des ressources qui sont des ressources purement budgétaires avec lesquelles le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Alors je suis étonné également que le président de l'Assemblée qui vote la loi des finances puisse dire que le projet de l'eau de Zender n'est pas dans la loi des finances. Ça a été voté dans la loi des finances 2014. La loi des finances 2014 est publique. C'est sur l'ensemble des sites du ministère des Finances ou de n'importe quel site du gouvernement ou du secrétariat général du gouvernement. Vous pouvez vous-même le consulter et voir que le projet de l'eau de Zender est bien inscrit dans la loi des finances 2014, contrairement à ce qu'il est en train de dire. Alors, c'est absolument regrettable que de manière systématique, on vienne dire des contre-vérités dans simplement un objectif de nuire à la crédibilité d'un pays. Or, cette crédibilité-là, elle est démontrée aujourd'hui. Je ne veux que prendre un simple exemple. Lorsque nous sommes venus au pouvoir, et il y a des critères de mesure de performance de cette crédibilité. C'est la capacité d'un pays à mobiliser des ressources. Nous étions, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait 40 $ par tête d'habitant globalement mobilisés au titre de l'aide publique au développement par le Niger. 40 $, qui était nettement en deçà de la moyenne acceptable qui était autour de 80 $ par tête d'habitant. En 2012, nous sommes passés de 40 $ à 96 $ par tête d'habitant. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 140 $ par tête d'habitant. Donc nous avons fait 4 à 6 fois plus que ce que ces régimes précédents ont fait. Ça seulement, c'est un indicateur de crédibilité qui est clair. Parce que lorsqu'on parle aussi d'endettement, ne s'endette pas qui peut, qui veut. Il faut s'endetter parce qu'on peut. Aujourd'hui, l'endettement du Niger est un endettement d'abord qui est un endettement de très bonne qualité, qui nous laisse d'abord plus de marge. Et on a suffisamment de marge. Si on peut regarder, il y a des publications de toutes les performances des pays membres de l'UEMOA. On verra que le Niger n'est pas dans une position absolument difficile par rapport à d'autres pays. Notre endettement reste toujours dans des conditions extrêmement raisonnables, alors même que nous avons pu définir de faire des projets qui peuvent, de façon radicale, modifier notre structure de l'économie, permettre non seulement le plein emploi, mais faire en sorte que non seulement notre économie peut être compétitive à l'intérieur, mais peut être compétitive à l'extérieur et générer d'autres ressources supplémentaires par rapport à ce que l'on fait. Les prêts qui sont faits ne sont pas, c'est la qualité des prêts que nous sommes en train de faire, plus que la quantité. Et cette quantité-là répond quand même à des exigences précises et se situe aussi dans un cadre macroéconomique assaini. Si nous n'avons pas un cadre macroéconomique assaini, les partenaires ne peuvent pas faire confiance suffisamment pour vous donner les ressources qu'ils nous donnent. Donc, véritablement, on sent que c'est vraiment des propos de pure déstabilisation qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Et c'est en ce sens-là que ceci est totalement regrettable.